la salle. Messieurs, bienvenue. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Alors évidemment, l'accès à l'énergie pour tous, ça faisait sens de commencer cette matinée au Positive Economy Forum par cet enjeu, parce que voilà, pas d'énergie, pas d'électricité, pas d'ordinateur, d'hôpitaux, d'infrastructures. Donc juste un chiffre pour se faire une première idée de l'équation. Si l'on prend l'exemple de l'Afrique, un continent d'1,2 milliard d'habitants, aujourd'hui les 2 tiers de la population n'ont pas accès à l'énergie, donc à la lumière, ce qui représente 650 millions de personnes qui du coup ont un accès compliqué à l'éducation, à la santé, au marché du travail, aux services, bref, à tous les secteurs de la vie qui nécessitent de l'électricité. Alors, dans ce vaste défi, quel rôle peut jouer la Fondation Positive Planète? Quel rôle peut jouer une grande entreprise, un grand groupe comme Engie? Je vais commencer avec vous, Jacques Attali. On sent bien quand même en Afrique, si je reprends cet exemple de l'Afrique, qu'avec... on sent qu'on est à un tournant, à un bond un petit peu à la manière du saut technologique en matière de télécom qu'a fait l'Afrique il y a une dizaine d'années. Là, ça y est, c'est le temps de l'électricité, de l'énergie. Oui, et je suis très heureux d'en débattre avec Gérard parce que ça fait de longues années qu'on en parle et qu'on agit ensemble parce qu'il y a une contradiction d'objectifs entre l'objectif de la lutte pour l'amélioration du climat et l'objectif de la lutte contre la pauvreté. Puisque lutter contre la détérioration du climat pourrait entraîner le fait de donner le moins possible d'énergie à personne. Et plus les pauvres sont privés d'énergie, moins il y a de risques climatiques, évidemment. Donc c'est absurde. Et donc, il faut à tout prix réconcilier lutte contre la pauvreté et enjeux climatiques, donc créer les conditions de leur donner l'accès à tous à l'énergie d'une façon qui ne soit pas nocive au climat. Positive Planète, grâce à Engie, travaille depuis longtemps, puisqu'on a commencé des programmes là-dessus en Chine il y a de longues années, et on a continué à développer cela. Mais c'est en effet un enjeu absolument majeur, parce que Angus Deaton, hier, comme nous débattions ensemble, disait que la pauvreté continue à disparaître partout dans le monde, que tout va bien d'une certaine façon excessivement optimiste, à mon avis, parce qu'en réalité, la pauvreté est là, et la pauvreté, elle se voit dans la privation de l'eau, la privation de l'énergie, et en particulier en Afrique, qui est vraiment dans une situation tragique. Et en effet, comme vous venez de le dire très justement, Elisabeth, les technologies sont en train de changer, et de ce point de vue, on est peut-être à un tournant où c'est possible assez rapidement de créer les conditions d'un accès généralisé à l'énergie sans ce qui soit nocif au climat. Alors justement, un tournant, Engie évidemment l'a anticipé, je suppose. Alors si je reprends l'exemple de l'Afrique, c'est toujours bien de voir partir du concret. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, vous étiez présent, vous me couperez si je me trompe, plutôt en Afrique du Sud, au Maghreb, et là vous avez créé en 2016 une business unit dédiée à l'Afrique spécifiquement. Oui, vous avez raison. Merci Jacques de m'avoir invité ce matin à échanger avec vous. L'accès à l'énergie est depuis longtemps pour Suez puis Engie une préoccupation. Il y a 20 ans, nous militions pour l'accès à l'eau avec la Lyonnaise des eaux et l'accès à l'énergie. Mais on savait que les technologies de l'époque nécessitait des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars pour assurer l'accès à l'énergie et à l'eau. Aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'énergie. Dans l'eau, les coûts sont restés les mêmes. Parce que la technologie n'a pas beaucoup évolué. Dans l'énergie, les choses ont beaucoup changé. Les nouvelles technologies, et notamment le photovoltaïque, puis les technologies de stockage de l'électricité, ont changé radicalement le mode de production d'énergie et de distribution de l'énergie et ont abaissé les coûts de façon fantastique. Et dans le cas de la COP 21, nous avons essayé de préconiser, moi j'avais été chargé du business dialogue, c'est-à-dire pour préparer la COP 21, c'est l'association des entreprises, donc pas seulement Engie, mais il y avait 40 entreprises et 40 ministres de 40 pays, et le gouvernement m'avait demandé d'animer cette réunion pour faire des recommandations. Alors on a fait des recommandations sur le climat, bien sûr.
Mais j'ai essayé de pousser deux idées. Une qui est bien passée, c'est le prix du carbone. L'autre qui n'a pas encore été intégrée, associée à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'accès à l'énergie pour tous. Parce que je veux quand même vous donner un chiffre que j'ai partagé avec Jacques, mais qui, à mes yeux, est frappant. Aujourd'hui, on peut fabriquer, et d'ailleurs, nous y travaillons là pour le coup chez Engie avec des entrepreneurs sociaux, pour moins de $100, entre 50 et $100, l'équipement avec un panneau photovoltaïque, une batterie, 2 prises pour la lampe et une prise pour le portable, qui change la vie des gens. Vous l'avez dit, l'énergie, c'est l'éclairage la nuit, c'est la possibilité pour les enfants de faire leurs devoirs et de lire, c'est l'accès à la culture, l'accès à la communication. $100, il y a, mettons, 500 millions de familles qui n'ont pas accès à l'énergie, ce qui fait 50 milliards de dollars. Sur 5 ans, 10 milliards de dollars par an. C'est-à-dire 10% de ce que les pays du Nord se sont engagés à transférer aux pays du Sud au titre du climat. 10% seulement. Et donc, si on intègre cet objectif d'accès à l'énergie pour tous dans les objectifs du climat, et c'est pas du tout absurde, c'est même extrêmement logique, puisque là, pour le coup, on réconcilie l'objectif de lutte contre la pauvreté, d'éradication de la pauvreté, et en même temps, la lutte pour le climat, puisque le photovoltaïque n'émet pas de CO2. Et donc, on peut étendre l'accès à l'énergie pour tous sans émettre du tout de CO2 supplémentaire, et pour un coût qui est aujourd'hui acceptable. Donc, effectivement, nous avons depuis le début, avec Planète Finance et Positive Planète, travaillé sur ces questions. Au plan industriel, alors Engie effectivement a créé une business unit Afrique, et nous travaillons sur à la fois l'énergie centralisée, c'est-à-dire des grosses installations. Nous avons construit par exemple au Maroc la plus grande ferme éolienne de tout le continent africain, 300 mégawatts, donc c'est des investissements lourds, et aussi parce que c'est à travers l'énergie décentralisée qu'on va permettre à des familles isolées d'avoir accès à l'électricité grâce à des systèmes complètement autonomes. Oui, pour cela, vous vous appuyez notamment aussi sur des start-up en Afrique, déjà, avec qui vous travaillez Oui, absolument. Vous investissez. Absolument. Nous avons créé, en fait, une entité que nous appelons Rassembleur d'énergie, qui combine 3 formes d'action. Alors, la fondation d'entreprise Engie, qui peut donner des subventions pour des projets de démarrage. L'assistance technique. Nous avons, c'est une grande force chez Engie, ce que j'appelle notre petite armée pacifique de volontaires, près de 2000, qui travaillent dans nos ONG internes et qui passent leurs vacances, leur week-end à travailler pour des projets humanitaires. Et puis nous avons un fonds, qui est un fonds solidaire, dans lequel nous avons mis de l'argent en tant que Engie, mais 10 000 de nos salariés ont mis aussi de l'argent. Et ce fonds intervient alors là en capital et en prêt pour essentiellement des entrepreneurs sociaux qui travaillent sur l'accès à l'énergie pour tous. Et donc nous avons pris 18 participations dans des entreprises sociales qui travaillent en Tanzanie, en Ouganda, Bangladesh, mais beaucoup en Afrique. Oui. C'est un exemple très intéressant de ce concept qu'on essaie de développer ici, d'altruisme intéressé, c'est-à-dire d'altruisme mais qui rapporte. Et c'est ça le basculement idéologique qui est en train de se passer et que l'économie positive incarne, c'est-à-dire de passer de l'égoïsme à l'altruisme intéressé, puis idéalement, ultérieurement, à l'altruisme tout court. Parce que, en réalité, quand on voit les chiffres qui sont devant nous, sont gigantesques. L'Afrique, c'est 1,6 milliard de personnes, ça va être 1,6 milliard en 2030, 600 millions de plus en 15 ans. C'est absolument gigantesque. Ce sera 2 milliards en 2050, dont la moitié aura moins de 18 ans. Donc les besoins en matière d'énergie sont aujourd'hui gigantesques, mais sont gigantesquissimes à 15 ans devant nous. Et en cela, ils vont constituer non seulement un défi social, écologique, environnemental, humanitaire, mais ils vont être un formidable défi commercial. Orange a publié ces chiffres récemment et a montré que
Orange Afrique rapporte plus d'argent au groupe Orange qu'Orange en France. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer, qui va se passer dans les 15 ans qui viennent en matière d'accès à l'énergie, en tout cas d'accès à l'énergie pour les personnes, indépendamment de l'accès à l'énergie pour les industries, qui restera redevable de grands systèmes. Je parle sous le contrôle du Gérard. Il faudra d'ailleurs peut-être en parler aussi de cela. Mais pour le grand public, il va falloir donner accès à l'énergie à 1,6 milliard de personnes, comme on a donné accès au téléphone mobile à 1 milliard de personnes aujourd'hui, puisque tous les Africains ont accès au téléphone mobile. Et oui, ça en l'espace de 10 ans à peine. Et ça va être une activité formidablement rentable. C'est un immense marché qui est en train de se créer. Gérard Mestral a eu raison de signaler combien l'effondrement des coûts a eu lieu, avec quand même le fait qu'on importe les panneaux solaires de je ne sais pas où, de Chine sans doute encore, même si on peut imaginer les produire sur place un jour, puisqu'après tout, du sable, il n'en manque pas en Afrique, hein. Il y en a beaucoup un peu au nord du Sahel. Donc là, ça va être le moment, et je suis content de savoir comment Engie le voit, un moment du basculement d'une activité de fondation à une activité proprement industrielle de masse. Oui, alors absolument. Nous avons déjà amorcé ce basculement, mais il est en train de s'accélérer, tu as raison de le souligner. Nous pensons que le développement énergétique de l'Afrique va se faire selon deux modes qui vont se compléter et non pas s'exclure mutuellement. Il va y avoir l'énergie centralisée, j'allais dire de type classique. On peut dire que c'est l'ancien monde de l'énergie. Avec les compteurs. À partir les compteurs, des grosses centrales. Alors, certaines de ces unités de production seront renouvelables. Il y a des barrages. Tout le centre de l'Afrique a une capacité hydroélectrique, un potentiel hydroélectrique tout à fait considérable qui n'est pas exploité suffisamment. L'énergie solaire disponible partout et l'énergie éolienne au nord de l'Afrique et au sud de l'Afrique, moins dans l'Afrique centrale. Donc, potentiel considérable. Alors, comme le phénomène de développement de la population est aussi un phénomène urbain, dans les grandes villes ne pourront pas satisfaire leurs besoins en énergie par des opérations simplement complètement décentralisées. Il y en aura quelques-unes à la périphérie, mais il faudra des grands systèmes. Et donc, nous avons effectivement une présence assez forte au Maroc, en Algérie, en Égypte et en Afrique du Sud. Et nous allons nous développer Afrique centrale et Afrique de l'Est. Nous développons des systèmes centralisés, même solaires. Nous développons en Afrique du Sud, nous avons gagné un bel appel d'offres pour du solaire à concentration. Juste un petit mot, parce que tout le monde connaît le photovoltaïque. Mais pas moins le solaire à concentration. Le solaire à concentration qui est différent, parce que le photovoltaïque produit instantanément de l'électricité. Mais il produit l'électricité le jour, jamais la nuit. Donc, le stockage, les batteries peuvent permettre de stocker des petites quantités d'électricité, mais pas des grosses aujourd'hui. Alors que le système à concentration consiste à concentrer les rayons du soleil sur des tuyaux qui sont remplis de fluides, des sels fondus, qui sont chauffés à haute température, que l'on conserve pendant quelques heures, et ensuite on peut utiliser cette chaleur pour créer de la vapeur d'eau, et avec cette vapeur faire tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Autrement dit, on peut transformer les rayons du soleil du jour en électricité la nuit, quelques heures plus tard. Alors ça, c'est une façon je dirais, de compenser les très grosses difficultés des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Elles produisent quand il y a du vent et du soleil, ce qui ne correspond pas forcément au moment où on a besoin, les consommateurs consomment. Donc, tous les systèmes ayant une composante de stockage sont essentiels. Et là, donc, nous avons gagné cet appel d'offres très important. C'est un très gros projet de 600 millions de dollars. Ça, c'est la partie centralisée. L'autre partie, alors celle dont vous parliez, effectivement, l'Afrique va sauter une génération. Les systèmes classiques, les systèmes avec des grosses unités de production et des fils qui conduisent l'électricité. Donc des réseaux de transport, de lignes à haute tension, et puis ensuite de lignes basses, moyenne tension, qui sont extrêmement coûteux. Avec le photovoltaïque, comme pour le téléphone portable,
la technologie va permettre aujourd'hui de se faire un saut de génération en Afrique, et donc pour un coût infiniment moindre, puisqu'on fait l'économie des réseaux, de donner l'accès à l'énergie. Donc, nous allons effectivement nous déployer sur les deux voies, l'énergie centralisée pour alimenter les grands centres urbains et les grands centres industriels qui ont besoin d'abord d'électricité en continu, jour et nuit, et puis l'énergie décentralisée, essentiellement en photovoltaïque, parce que le photovoltaïque présente deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est une modularité considérable. On peut faire des fermes photovoltaïques, et d'ailleurs il y a un projet à Abu Dhabi, 1000 MW, puissance d'une centrale nucléaire. Mais là, c'est l'énergie centralisée. Mais on peut avoir quelques watts, on peut avoir un petit panneau photovoltaïque au dos de son portable. Donc, une modularité extrême, c'est une très grande caractéristique. La deuxième, c'est une baisse des coûts dans des proportions qu'on n'avait pas tellement imaginées. Quand le gouvernement français avait décidé, il y a plus de 10 ans, d'aider, de subventionner le solaire, il rachetait à 700 € par mégawattheure l'électricité. Aujourd'hui, en France, les appels d'offres sortent à 70 €, donc divisé par 10. Et dans des pays un peu plus ensoleillés, Abu Dhabi, Mexique, Inde, nord du Chili, aujourd'hui, on frôle les 30 $. Donc, une baisse considérable. C'est-à-dire que d'ores et déjà, aujourd'hui, le coût de production de l'électricité solaire est, par exemple, inférieur au coût du nucléaire neuf. Est-ce qu'on peut imaginer, dans certains pays, évidemment, ensoleillés, que ce soit comme au Chili, parce que c'est ça l'accès à l'énergie pour tous, ça peut aussi être la gratuité à terme pour le consommateur. Là, on sait qu'au Chili, en ce moment, il y a tellement d'électricité solaire produite que certains habitants n'ont pas payé leurs factures, n'ont pas eu à payer leurs factures. C'est ça, à terme, la gratuité pour le consommateur ? On peut toujours décider que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit pour tout le monde, puisqu'il y a forcément quelqu'un qui paye au moins les infrastructures. Puisqu'il faut mettre en place. On peut toujours décider que c'est l'autre qui paye. Dans ce cas-là, c'est le contribuable qui paye. Dans le cas du Chili, c'est plutôt un cas de surproduction qui entraîne surproduction qui n'est pas forcément durable, parce qu'à un moment, il faudra réinvestir pour maintenir en état de système, etc. La gratuité de l'énergie est en soi imaginable qu'à long terme, lorsqu'on aura des infrastructures solaires avec une durée de vie de 50 ans, lorsque les technologies seront tellement stables et tellement qu'elles seront amorties assez vite et qu'on peut imaginer créer la gratuité. Mais on n'en est pas là pour l'instant, on en est à amorcer un mécanisme qui va être très difficile, parce que là on vient de parler de techniques formidables, mais encore une fois, pour la seule Afrique, il va falloir donner de l'énergie à la campagne, à la moitié de la population, puisque c'est à peu près la moitié de la population c'est à 800 millions de personnes. 800 millions de personnes. Et en ville, c'est aussi 800 millions, et dont certains sont redevables de l'énergie solaire, parce que dans ce qu'on appelle les bidonvilles, mais qui sont en fait des banlieues plus ou moins organisées, le solaire est possible. Mais ailleurs, il ne l'est pas, sauf à imaginer dans les grandes villes africaines. Et après tout, pourquoi pas les immeubles à énergie positive qu'on commence à voir surgir. Il y a des immeubles à énergie positive en Chine, il y a des immeubles à énergie positive qui commencent à apparaître. Je suis convaincu que des villes comme Dakar ou comme Abidjan ou comme le Cap voudront aussi avoir des immeubles à énergie positive. Donc il y aura tous les extrêmes. Mais l'enjeu est d'abord un enjeu de masse. Et ça suppose une économie qui reste encore une économie de marché. Oui, l'énergie gratuite, c'est pas pour demain. Le coût de l'énergie. Rêvons un peu. Non, mais même pas pour après-demain. Ce qui est gratuit, ce sont les rayons du soleil. C'est le vent, c'est l'eau pour les barrages hydroélectriques. Mais ça n'est pas encore de l'électricité. Pour transformer ces énergies, elles, gratuites, énergie de base, en électricité, il faut effectivement des équipements de transformation. Vous construisez un barrage, ça coûte très cher à construire, mais c'est vrai qu'une fois qu'il est construit, l'eau coule toute seule. Mais le barrage, il faut quand même l'amortir d'abord et puis un peu l'entretenir.
C'est un peu vrai aussi pour les panneaux photovoltaïques. Leur durée de vie aujourd'hui dépasse pas 15 à 20 ans. Et puis il y aura des phénomènes d'usure et d'affaiblissement des rendements. Mais Jacques a évoqué au fond aussi l'efficacité énergétique. J'aurais dû le mentionner parce que c'est aussi dans notre projet industriel chez Engie, nous considérons que notre rôle, qui a longtemps été un rôle de fournisseur d'énergie, c'est-à-dire d'une commodité, le mètre cube de gaz ou le kilowattheure électrique. Et parfois d'ailleurs avec un monopole, le monopole du gaz en France et de l'électricité en Belgique. Bon, maintenant on est dans 70 pays. Mais ce rôle change complètement. Précisément parce que d'abord la commodité est disponible, bon marché, et en grande quantité, de plus en plus. C'est vrai pour le gaz et c'est vrai pour l'électricité. Et notre rôle devient de plus en plus un rôle de partenaire pour accompagner nos clients dans cette transition énergétique. Alors les clients, ça peut être les particuliers, ça peut être les entreprises, ça peut être les collectivités territoriales, les grands ensembles urbains, les grands ensembles de bureaux, qui est une de nos spécialités. Aujourd'hui, Engie, c'est 150 000 salariés. Nous sommes 50 000 pour faire ce que les gens connaissent de notre activité, c'est-à-dire produire de l'électricité. Nous sommes le 3e producteur mondial, et du gaz, vendre du gaz. Nous sommes le premier acteur européen dans le domaine du gaz. Mais ça représente un tiers de nos effectifs. Les 2 tiers de nos effectifs, 100 000 personnes, totalement dédiées au service d'efficacité énergétique. Ce pourcentage est amené à augmenter. Ah oui, ça augmente. Oui. Ça augmente. Et ce que nous proposons aujourd'hui à nos clients, c'est certes encore une fourniture d'énergie, mais de plus en plus ces clients veulent la gérer eux-mêmes, cette énergie, et parfois même la produire eux-mêmes. Et les nouvelles formes technologiques de production d'électricité rendent cela possible. Je faisais allusion tout à l'heure à un petit panneau photovoltaïque que vous pouvez avoir sur votre portable. Demain, vous l'aurez sur votre voiture. Bien entendu, sur les toits, c'est déjà très répandu. Voilà. Dans ces cas-là, vous produisez votre électricité vous-même, pour vous-même. Et donc, le rôle des fournisseurs change. Le jour où, d'ailleurs, l'électricité sera gratuite, pour les producteurs d'électricité, ils auront du souci à se faire. Se reconvertiront dans la fourniture de services. De services, voilà. C'est pour ça que nous avons un peu anticipé cela. Et que nous avons aujourd'hui, donc, nous sommes le premier mondial dans l'efficacité énergétique avec ces 100 000 personnes qui font 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui, parce que la principale source d'énergie demain, ça sera l'économie d'énergie. Et c'est ça. Et de ce point de vue, on entre dans un autre univers dans lequel il y a d'autres technologies qui vont être fondamentales. L'Internet des objets va être essentiel, et la corrélation que l'Internet des objets va permettre entre l'énergie, le comportement, la consommation, avec aussi des risques de surveillance nécessaires pour éviter les fuites de toute nature, mais en même temps de surveillance des comportements qui vont être très importants. Ça rentre aussi dans une tendance aussi très profonde, c'est le fait que dans nos sociétés, la distinction entre producteurs et consommateurs va disparaître progressivement. Et ceci est vrai, on le voit dans un domaine qui m'est cher et qui est toujours en avance, c'est la musique. On a tous envie de faire de la musique, pas seulement d'en entendre, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et c'est vrai depuis longtemps, même sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, si vous regardez quelqu'un qui est sur son téléphone mobile ou sur son ordinateur, vous ne savez pas s'il est en train de se distraire, d'apprendre, de consommer ou de travailler. 4 activités complètement différentes, mais qui en fait renvoient exactement au même comportement. On fait la même chose, certaines fois on paye pour les faire, certaines fois on est payé pour le faire, mais c'est le même acte. Et progressivement, les concepts sont en train de changer. Ils vont changer aussi dans l'énergie. Ou progressivement dans l'énergie, on va être producteur, et celui qui va avoir une source d'énergie, j'ai parlé tout à l'heure des réseaux, celui qui va avoir dans un village une source d'énergie, s'il ne l'utilise pas, il va pouvoir la vendre à ses voisins. Et puis même, s'il est assez industriel et entreprenant, il va vraiment se mettre en situation d'excès d'énergie disponible pour pouvoir justement, lui, la vendre. Et donc, on va avoir, même si dans certains pays, le monopole centralisé de production d'énergie défend mordicus son pouvoir, mais même dans ces pays-là, la décentralisation finira par l'emporter. Je pense. Je ne sais pas ce qu'en pense Gérard.
Oui. Je partage tout à fait l'avis de Jacques. Les concepts changent. On parle beaucoup d'économie circulaire, On va en parler beaucoup ce matin, en effet. d'économie positive. Et nous développons le concept d'énergie positive et d'énergie circulaire. Au fond, Alors, pour qu'on comprenne justement, oui, l'énergie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'énergie circulaire? Aujourd'hui, oui. Par exemple, on peut, à partir de gaz naturel, produire de l'électricité. On brûle, on fait tourner dans des turbines. Au passage, c'est une façon de produire de l'électricité bas carbone. Ça émet beaucoup moins de CO2 que les centrales charbon et les centrales au fioul. Et au passage, comme elles sont très flexibles, c'est le complément aujourd'hui idéal du renouvelable. Renouvelable et gaz sont très complémentaires. Les premières renouvelables sont intermittentes. Et donc, quand on a besoin d'électricité aujourd'hui et qu'il n'y a pas de vent et pas de soleil, ce sont les centrales à gaz, par leur flexibilité, leur rapidité de mise en œuvre, qui sont le bon complément. Donc on sait produire à partir du gaz de l'électricité, mais on ne savait pas faire l'inverse. Or, on y travaille beaucoup. Et lorsqu'il y a, par exemple, beaucoup de vent dans le nord de l'Europe, il y a tellement d'éoliennes qu'il y a plus d'électricité produite que de consommation. À tel point d'ailleurs que le prix de l'électricité instantanée sur les marchés devient négatif. Donc vous voyez, on est au-delà de l'électricité gratuite. Vous produisez et vous êtes obligé de payer pour que certains vous la prennent. Et donc, si vous avez des systèmes qui permettent à ce moment-là de la stocker, alors encore une fois, les batteries ne conviennent pas aujourd'hui parce que ça stocke des petites quantités d'électricité, mais l'hydrogène est un bon moyen de passage. C'est-à-dire que vous utilisez cette électricité surabondante dans des électrolyseurs qui produisent, à partir de l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène. L'oxygène peut être utilisé pour les hôpitaux, et l'hydrogène, c'est de l'énergie sous forme physique, sous forme de gaz qu'on peut stocker. Alors nous faisons déjà des expériences. On l'a fait à Dunkerque avec, à l'époque, Michel Delbar, on a lancé ça, c'est-à-dire qu'on mélange de l'hydrogène et du gaz naturel, 10 à 15% d'hydrogène, un mélange qui s'appelle Ithane, et on fait marcher avec ça des bus dans la communauté urbaine de Dunkerque, et on distribue ce gaz dans un écoquartier pour la consommation individuelle de maisons. Ça marche très bien. Donc c'est une façon aussi déjà de recycler l'électricité. On part d'électricité renouvelable, dans le cas d'espèces éoliennes, et on le transforme en gaz. L'étape d'après, c'est de prendre cet hydrogène, de faire une réaction chimique avec du CO2, et donc on détruit du CO2, ce qui est bon pour le climat, et on refait du méthane, c'est-à-dire du CH4. Autrement dit, donc on a bouclé la boucle, on part du méthane, des gaz naturels, on peut faire de l'électricité. Et avec de l'électricité éventuellement d'origine solaire ou éolienne d'ailleurs, on refait du méthane. Et on a bouclé la boucle. Et si vous injectez dans tout ça de l'efficacité énergétique, vous pouvez avoir une boucle positive. Nous approchons de la fin de cet échange. Je conclurai avec vous, Jacques Attali, par une question un peu philosophique. Sortir de l'obscurité, c'est aussi sortir de l'obscurantisme. Bien sûr, corrélé. Bien sûr, c'est tout à fait corrélé. Vous l'avez dit tout à l'heure en commençant. Si un enfant n'a pas d'électricité, il ne peut pas étudier ses devoirs. Il ne peut pas être libre dans un coin de la maison ou de l'appartement pour étudier, lire, et il est toujours sous la dépendance des adultes qui n'ont pas forcément le même désir d'apprendre ou de se libérer des pensées anciennes que lui. Donc l'électricité, on l'a vu en Occident, l'électricité c'est la liberté. Et c'est la liberté en particulier des plus jeunes. Donc c'est pas un hasard si les Lumières se sont appelées ainsi, et c'est pas un hasard aujourd'hui si l'énergie la porte. Je dirais simplement, d'un mot en conclusion, que tous ceux qui sont dans cette pièce doivent se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour cela. Ils peuvent d'abord nous aider à Positive Planète à avoir plus de moyens matériels pour mener ces projets, et ils sont toujours très, très bienvenus pour venir nous aider. Et ensuite, ils peuvent voir avec les équipes d'Engie ici dans la région et ailleurs comment s'articuler sur les
différents projets que vous puissiez vous mener dans ces domaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.